à toutes et à tous et bienvenue sur le Kinetoscope Show, l'émission où on aime parler de cinéma. Dans cette émission, vous découvrirez des sujets autour du 7e art, mais aussi de l'actualité. Donc dans cette émission, vous découvrirez des sujets autour du cinéma, mais aussi de l'actualité, donc j'espère que vous plairez parmi nous. Dans ces cas-là, alors interagissez avec nous dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, et puis voilà. On va commencer avec Eureka qui nous sera présentée par Lucille. Elle nous parlera notamment des références métafilmiques. Ensuite, nous irons avec Kevin, qui, avec sa chronique Kevin on Flix, qui nous partagera ses découvertes sur la plateforme Netflix. Ensuite, Isée nous mettra un uppercut. Un uppercut. Et enfin, je vous emmènerai en coulisses pour découvrir tous les secrets du cinéma sur les costumes, les décors et aussi le maquillage. Hello, I'm Howard Mirziak, founder and president of Lacuna Incorporated. Why remember a destructive love affair? Here at Lacuna, we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. In a matter of hours, our patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible. Donc, comme on le verra au cours de mes chroniques, le cinéma de genre, et plus particulièrement l'horreur et la science-fiction, sont de véritables mines d'or pour les références philosophiques. Donc on y trouve beaucoup d'idées, beaucoup de thèses de grands philosophes, et moi je vais essayer de vulgariser tout ça à travers des exemples cinématographiques. Aujourd'hui on va parler de Nietzsche et de sa thèse sur les souvenirs et l'oubli, par le prisme d'un film de science-fiction, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sorti en 2004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind est le second film de Michel Gondry. Le film, dont le titre reprend un vers célèbre du poète Alexander Pope, tiré de l'épître d'Héloïse à Abélard, raconte l'histoire d'un couple déchiré, tout aussi incapable de s'aimer que de se séparer. Pour tromper la monotonie et l'ennui depuis longtemps installés dans leur vie de couple, Clémentine, interprétée par Kate Winslet, décide de faire effacer de sa mémoire tout souvenir de Joël, interprété lui par Jim Carrey, grâce à une technologie futuriste mise au point par un docteur qui s'appelle Mirziak, et qui donc permet de se rendre étranger à la personne de son choix du jour au lendemain. Apprenant la nouvelle par le biais d'une carte qui l'invite à ne plus entrer en contact avec elle, Joël décide à son tour de faire effacer de sa mémoire tout souvenir de Clémentine. La majeure partie du film relate la nuit où les techniciens de Lacuna, donc la société qui exploite le procédé, s'active autour du corps endormi de Joël afin d'effacer ses souvenirs. Du coup, le scénario imaginé par Charlie Kaufman apparaît comme un véritable récit gigogne qui s'affranchit de toute chronologie. Passant d'un souvenir à l'autre, on assiste à la vie de couple de Joël et Clémentine à rebours. Michel Gondry associe ses talents de metteur en scène et la folie de son univers à celle du scénariste Charlie Kaufman, dont on connaît déjà le travail, notamment sur le film Dans la peau de John Malkovich, de Spike Jonze. Du coup, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est un film complexe et audacieux, très poétique, qui mêle philosophie, onirisme et science-fiction. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question, qui est un grand classique en philosophie et que tous les bacheliers doivent connaître. Doit-on se séparer de son passé, oublier son passé, pour se construire un futur heureux? Et c'est la question à laquelle tentent de répondre le réalisateur et le scénariste du film. C'est le personnage de Marie, interprété par Kirsten Dunst, qui fait émerger dans le film la notion d'oubli et de souvenir qu'on va étudier aujourd'hui. En fait, elle prononce une phrase tirée des Considérations inactuelles de Nietzsche, qui est la suivante: « Heureux les oublieux, car ils viendront également à bout de leurs bêtises. » Do you like quotes, Howard? What do you mean? Oh, you know, like famous quotes. I find reading them inspirational, and in my reading I've come across some I thought you might like too. Oh, well, I'd love to hear some. There's one that goes, "Blessed are the forgetful, for they get the better even of their blunders." En fait, le scénario de Charlie Kaufman repose en grande partie sur les thèses avancées par Nietzsche sur la question de l'oubli. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu en quoi consiste la pensée du philosophe. Donc dans les Considérations inactuelles, Nietzsche poursuit sa réflexion en nous disant «
Dans le plus petit comme dans le plus grand des bonheurs, il y a quelque chose qui fait que le bonheur est un bonheur, la possibilité d'oublier. Donc Nietzsche rend la possibilité d'oublier vitale pour l'homme, car la mémoire et par là même les souvenirs qu'elle accumule peuvent véritablement peser sur l'homme jusqu'à l'aliéner. Donc on peut être prisonnier de sa mémoire, de ses souvenirs, jusqu'à ne même plus pouvoir agir. Ouais, c'est vrai parce que en fait, quand on oublie des trucs de notre passé, en fait, des fois, on les oublie pas, mais on va oublier un petit peu le sentiment qu'on a eu, des négatifs, et c'est ça aussi qui nous permet d'avancer. Bah en fait, C'est t'es même pas juste complètement le souvenir, écrasé par le poids du passé, quoi. T'arrives pas à passer à autre chose. Donc en fait, Nietzsche fait de l'oubli la condition du bonheur. Et comme on va le voir, dans le film, le scénariste et le réalisateur s'emploient à montrer les limites en fait, de la thèse de Nietzsche. Même si on sait qu'en partie ça peut être vrai, ils nous montrent quand même les contre-exemples qui vont venir réfuter la thèse de Nietzsche. Pour aller plus loin, pour Nietzsche, l'oubli c'est pas seulement la perte des souvenirs, c'est une action. Et par là même, du coup, un choix délibéré, parce que quand on agit, c'est par choix. Dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, cette idée elle est poussée à son comble, parce que ce sont les patients, les clients, qui contactent Lacuna, donc la société, pour faire effacer de leur mémoire des souvenirs qu'ils trouvent désagréables. Donc c'est un choix délibéré de se faire effacer la mémoire et d'oublier. Faut de la volonté. Je le ferais pas, moi. Ouais. Moi non plus, je pense Bousille pas mon que je le cerveau, ferais. tu sais. D'ailleurs, Je j'ai sors de une... là, tu votes totalement autre chose que ce que tu votais et tout. Mais en fait, je c'est- sais pas, peut-être que c'est ces souvenirs-là qui vont t'aider dans la vie aussi. On sait pas ce qui se passe dans le futur. Ouais, j'avoue. En fait, Non, ce moi qui est je marrant, regardais c'est- tous mes souvenirs, même la poubelle et tout, je la garde. Je rejette rien, je garde tout. Mais d'ailleurs, la première fois que Joël il rentre dans le cabinet Lacuna, on voit une vieille dame qui a amené toutes les affaires de son chien, qui est en train de pleurer et tout, et qui vient pour le faire effacer. Mais je me dis, elle fait effacer sa mort, elle fait effacer son chien, donc tous les bons moments qu'elle a passés avec son chien, c'est mort, c'est fini quoi. Et surtout, je trouve pas que ce soit très utile d'effacer la mort parce que c'est. Enfin, c'est pas que tu t'y habitues, mais une fois que t'as eu plusieurs gens qui sont morts autour de toi ou que t'as été confronté à ça, bah t'es plus rodé. Enfin, alors que là, tu revis tout le temps la première souffrance, tu vois, le Déjà, choc de et la puis- première fois que tu Ouais, perds je quelqu'un. Alors que au lieu de. Ouais, Enfin, c'est c'est vrai. horrible de dire que tu t'es habitué, mais enfin, vous avez compris quoi. Ouais. Et surtout, c'est le caractère irréversible quoi, d'oublier. Oui, bah oui. Moi, Enfin- j'aime pas tout ce qui est réversible. Ouais. J'aime pas. Pour moi, il y a vraiment deux arguments qui se détachent du film plus particulièrement. Le premier, c'est on apprend de nos erreurs, et nos erreurs appartiennent au passé, donc le passé reste quelque chose d'important pour avancer. Et le deuxième argument, c'est que nos souvenirs font partie de nous. Donc il y a deux exemples, deux personnages qui vont venir en fait étayer ces arguments, et qui sont tout d'abord le personnage dont je vous parlais au début, Marie, qui est l'assistante du docteur Mierzwiak, c'est dur à dire, et Patrick, qui est interprété par Elijah Wood, et qui lui est un technicien. Alors tout d'abord, on va parler donc, des erreurs qu'on commet, et qui appartiennent au passé, comme je l'expliquais. Donc pour ça, d'abord, je vais devoir vous parler du concept passé, présent, futur, et pour le rendre un peu plus abordable, je vais utiliser une métaphore. Donc on va prendre la métaphore de la maison. Si on prend une maison en construction, le passé, c'est les bases, c'est les fondements, c'est tout ce qu'on a déjà construit. Le présent, c'est ce qu'on est en train de construire. Et le futur, c'est tout ce qui reste à bâtir et tout ce qu'on va pouvoir construire par la suite. Donc si les fondations de la maison ne sont pas solides, et malgré toute l'application qu'on va mettre dans la construction du corps de la maison, elle risque de s'effondrer. Donc il faudra tout recommencer à zéro, tout débâtir et puis reconstruire. Maintenant, si on veut aller plus loin, si les erreurs dans les fondations sont dues à des problèmes dans les calculs ou dans les angles choisis pour bâtir la maison, et qu'on n'en prend pas compte, quand on va reconstruire la maison, elle risque tout autant de s'effondrer. Donc en fait, il faut être capable de repartir à zéro, tout en prenant en compte les erreurs qu'on a commises pour ne pas les commettre à nouveau. Et si on ne prend pas en compte les erreurs qu'on a commises au départ, on risque de perdre la maison pour les mêmes raisons qu'on l'avait perdue la première fois. En fait, c'est pareil avec le passé. Donc on commet des erreurs tous les jours, et on dit d'ailleurs qu'on apprend de ces erreurs. Ça nous permet même d'avancer. Maintenant, si on décide d'oublier son passé, on oublie également toutes les erreurs qu'on a pu commettre par le passé. Donc, par là même, on s'empêche...
en un sens d'aller de l'avant et d'apprendre de ses erreurs. Conserver le souvenir de ses erreurs, c'est ni négatif ni désavantageux, c'est plutôt même bénéfique, puisqu'on va pouvoir se reconstruire sur de meilleures bases, en évitant évidemment de retomber dans ses travers. Dans le film, le personnage qui illustre le mieux cette idée, c'est Marie, donc Kirsten Dunst, qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, est l'assistante du docteur Mierzwiak. Et c'est une assistante un peu trop dévouée, un peu trop zélée, si je peux le dire comme ça. On se rend compte assez vite dans le film que malgré le fait qu'elle soit en couple avec Stan, qui est interprété par Mark Ruffalo, elle est très attirée par le docteur, qui lui est marié et a évidemment une famille. Donc plus tard dans le film, on apprend que Marie elle a effectivement eu une liaison avec le médecin, mais dont elle ne garde aucun souvenir parce qu'avec son accord, il lui a tout simplement effacé la mémoire, grâce au procédé qu'il a inventé. Pour moi, là où le médecin il a manqué de jugeote, c'est en pensant qu'en effaçant les souvenirs de Marie, il effacerait aussi son désir pour lui. Pour moi, il était assez inévitable que Marie, si elle était tombée amoureuse de lui une première fois, retombe amoureuse de lui, d'autant plus si elle se souvenait pas du mal qu'elle avait pu causer autour d'elle et qu'ils avaient pu se causer l'un l'autre. Pour en revenir à Nietzsche, pour lui, oublier c'est nécessaire pour pouvoir agir. Et en effet, on voit bien dans le film que Marie, elle est capable d'agir et de faire des avances à son patron parce qu'elle a oublié justement l'histoire qu'il y a eu entre eux. Mais si sa mémoire n'avait pas été effacée et qu'elle avait appris à vivre avec le souvenir de sa liaison, elle serait jamais retombée amoureuse de son patron. Donc déjà, on voit les limites de la thèse de Nietzsche. Donc la première limite, c'est il vaut mieux appréhender son souvenir, vivre avec, l'accepter, pour éviter de refaire l'erreur une seconde fois. Tout à l'heure, je vous annonçais qu'il y avait un deuxième argument que reprend le film, c'est nos souvenirs font partie de nous. Nos souvenirs sont notre passé, ils nous constituent, et ça, le film le montre particulièrement bien. Si l'on est tel que l'on est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ce qu'on a traversé et vécu par le passé. Ça, je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Dans le film, cette idée nous apparaît clairement lorsque Patrick, qui est interprété par Elijah Wood et qui joue un technicien de la Lacuna, décide de voler, ou plutôt de se réapproprier les souvenirs de Joël. C'est-à-dire quand il s'active autour de lui pour lui effacer la mémoire, il en profite pour regarder ses souvenirs sur le moniteur et il décide de se réapproprier les paroles, les actions, les gestes qu'il a pu avoir pour pouvoir séduire Clémentine, qui était donc la femme qui fait effacer de sa mémoire. Mais en se réappropriant les souvenirs de Joël et du coup son passé, c'est pas seulement... Patrick ne pille pas seulement la mémoire de Joël, il se réapproprie son identité, il lui vole son identité. En fait, en volant la mémoire de Joël, il devient Joël dans une certaine mesure. Donc il y a un souci d'éthique et de morale là, non? Bah, en fait c'est vraiment pour montrer que tes souvenirs te constituent. Donc si quelqu'un décide de te voler tes souvenirs, même s'il n'y a pas de propriété... Enfin, c'est un peu de la propriété intellectuelle en vrai. On te vole ta personne, ton identité, ton vécu, donc... Mais je me souviens plus, il les met dans son cerveau? Non, en fait, tu sais, quand le personnage, quand Jim Carrey, Joël dans le film, est allongé et qu'il lui efface les souvenirs, en gros, il a un casque sur la tête, et ce casque est relié à un moniteur un peu comme une sorte d'IRM, tu vois. Et en fait, dans le moniteur, on voit ses pensées, ses rêves et tout. Et on entend également des sons, des phrases qu'il a prononcées, tout ça. En fait, ce que Patrick fait, c'est qu'il récupère, il se réapproprie ses phrases et il va à la rencontre de Clémentine, dont ils ont déjà effacé la mémoire, donc il la connaît, et il va la voir et il la séduit de la même façon que Joël a séduit Clémentine. Or, Clémentine et Joël, ils ont vécu quand même une grande histoire d'amour, donc Patrick sait qu'en se réappropriant les mots de Joël, il va séduire Clémentine. En fait, Patrick, dans le film, c'est un peu, tu sais, le personnage un peu lourd, un peu chiant et tout. Et en fait, il réfléchit pas beaucoup, je trouve. Et en gros, lui, il se dit que ça va marcher. Qu'il va devenir... Mais on voit très vite les limites, hein, d'ailleurs, parce que Clémentine, elle comprend bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle se dit, tiens, lui, il dit des choses qui correspondent pas avec sa personnalité. Et elle comprend bien qu'il y a quelque chose de bizarre, comme si c'était un peu forcé. Mais du coup, est-ce que ça fait comme dans... Je pense au... Comment ça s'appelle ?
à l'invasion des profanateurs, non? Enfin, un peu avec tu te réappropries le corps, l'identité de quelqu'un, mais c'est sans être vraiment ouais, la sans être personne. vraiment la personne, ce qui crée un sentiment de uncanny, c'est-à-dire un sentiment assez étrange de presque identique, mais tu peux jamais être vraiment à 100% Ouais, la même personne, d'ailleurs, la personne. tout ce qui est double et tout ça, c'est toujours hyper intéressant par rapport à la personnalité, les souvenirs et tout, genre, qui on est vraiment. Mais d'ailleurs, je pense que j'en parlerai de l'invasion des profanateurs parce que c'est une mine d'or, pareil, pour tout ce qui est philo, tout ça, questions identitaires et tout. D'un autre côté, on pourrait dire aussi qu'à partir du moment où Joël il choisit de se délester de ses souvenirs, ils lui appartiennent plus. Donc on peut aussi se poser la question de ses souvenirs le définissent en partie, mais est-ce que c'est pas volontairement qu'il décide de s'en séparer et donc de redéfinir un peu son identité? On peut aussi se poser cette question-là. Ouais, c'est vrai. On pourrait aller très loin avec ce film. Il veut plus être cette personne et aussi, en fait, c'est pas un peu lui-même. C'est pas seulement le souvenir de Clémentine qu'il a envie d'effacer, c'est aussi la personne qu'il était quand il était avec Clémentine. Oui, parce qu'en fait, on s'influence aussi entre personnes. Oui, bien sûr. On va montrer une partie de nous et on va évoluer d'une certaine façon. Donc, en supprimant, il va aussi supprimer, supprimant ses souvenirs, il supprime aussi de l'évolution qu'il a eue avec cette personne-là. Voilà, mais c'est pour ça qu'il accepte entre guillemets, de devenir quelqu'un d'autre, ou de changer plutôt, en effaçant ses souvenirs, mais c'est pas non plus la porte ouverte à ce que quelqu'un décide de lui voler ses souvenirs. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. Donc en fait, le film, pour moi, il cherche avant tout à nous faire réfléchir à toutes ces problématiques, en abordant des exemples concrets, parce que dit comme ça, effacer sa mémoire, c'est un peu abstrait. Et surtout quand on connaît le travail de Charlie Kaufman, on imagine bien que ça va tout de suite partir dans quelque chose d'un peu fantastique, onirique. Je vous renvoie pour ça notamment à Dans la peau de John Malkovich, qui est assez barré. Ce que nous montre le film, c'est que se séparer de son passé, oublier sans s'oublier soi-même, au final, c'est très compliqué. C'est même quasiment impossible. Et on voit bien d'ailleurs dans le film que, alors même qu'il a pris cette décision, qu'il a agi volontairement, en fait Joël il a pas du tout envie de se faire effacer la mémoire, et il se rend compte que Clémentine elle fait partie de sa vie, que ça finisse bien ou mal, elle sera toujours là, elle sera toujours dans ses souvenirs, et ce sera plus d'expérience, un bagage de vie dont il peut pas se départir en fait. Donc se faire effacer la mémoire, on a l'impression un peu que Michel Gondry et Charlie Kaufman nous disent qu'en fait c'est pas une solution souhaitable. Sur le long terme, c'est pas quelque chose de viable. Et par là même, il réfute la théorie de Nietzsche, selon laquelle l'oubli conditionne le bonheur. Enfin, il la réfute en partie. Ils discutent de cette thèse sans totalement la réfuter, mais ils en montrent les limites en fait. Et là, du coup, je pourrais ajouter, est-ce que finalement, la condition du bonheur, ce n'est pas d'être pleinement soi? Et par pleinement, j'entends accepter de vivre avec ses souvenirs, avec son passé, et se les approprier, accepter de faire avec plutôt que de s'en départir. Alors avant de finir, j'aimerais parler d'un point que j'ai pas encore abordé et qui me semble intéressant aussi par rapport à la thèse de Nietzsche. Donc pour ceux qui ont vu le film, je crois que vous vous souvenez à quel point Jim Carrey est différent dans ce film et à quel point son personnage est différent de tous les personnages qu'il a pu jouer avant. Donc on connaît tous le Jim Carrey assez marrant, qui est encore très flexible, qui adore faire des grimaces, tout ça. Et en fait, dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il joue un personnage dépressif, qui parle très peu, visage très fermé. Mais d'ailleurs, c'est pas ce qui se rapproche le plus de l'acteur Mais lui-même. en fait, au final, oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir et qu'on sait très peu sur cet acteur, c'est qu'il est bipolaire. Et en fait, son métier d'acteur fait qu'il peut pas toujours prendre son traitement parce que les tournages sont très intensifs et ça correspond pas toujours avec son traitement. Donc des fois, il le prend pas. Et quand il prend pas son traitement, il a des phases de dépression intenses. Et en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que quand Michel Gondry l'a rencontré, il était complètement déprimé et il lui a dit mec c'est super, change rien, c'est parfait pour le film. Reste déprimé mon gars. Reste déprimé. Genre la prépa c'est ça, c'est la préparation, c'est déprime, regarde des vieux films Netflix déprimants. Voilà, ok. Et donc si Jim Carrey il est totalement différent dans ce film, Kate Winslet aussi elle est totalement transfigurée, on la reconnaît pas, elle a des couleurs de cheveux complètement loufoques, elle se laisse aller, elle s'habille ample et tout.
Alors que faut savoir aussi que Kate Winslet, elle a longtemps été appelée Corset Kate, parce qu'elle portait tout le temps des corsets sur ses films, elle faisait beaucoup de films en costume. On a Titanic, il y a plein d'exemples de films où elle porte le corset. Et là, elle est totalement débridée dans ce film, elle est même un peu folle. Et du coup, son personnage, de même que Jim Carrey, son personnage s'éloigne beaucoup de sa persona. Donc on a un peu l'impression en fait que les acteurs ils ont intériorisé la thèse de Nietzsche selon laquelle l'oubli conditionne le bonheur mais active aussi la créativité, la liberté, et qui se sont nourris de cette thèse pour pouvoir eux-mêmes s'éloigner de leurs souvenirs d'acteurs afin de pouvoir créer, de composer quelque chose de totalement différent. D'ailleurs je pense qu'on peut dire que c'est des rôles de composition pour l'un comme pour l'autre. Donc en fait, pour ce qui est des acteurs, du jeu d'acteur, la thèse de Nietzsche elle fonctionne assez bien et je pense que le résultat il est quand même bien dans le film. Enfin, moi j'ai trouvé ça quand même assez convaincant et je sais pas ce que vous en pensez, vous à la maison. Mais on y croit au fait que... Oui, je trouve qu'on y croit assez bien, on se dit pas ah bah non, Kate Winslet normalement elle est censée jouer dans des films tragiques. Enfin, je trouve que ça fonctionne quand même. Donc en fait, s'oublier soi-même, pour eux, ça a été quelque chose de bénéfique au final. Ah, tu veux dire les acteurs ? Oui, les acteurs ont oublié en fait le souvenir de tous les rôles passés. Tu sais, ils avaient une image qui les emprisonnait, ils étaient dans un carcan dans lequel on les avait rangés. Jim Carrey, c'est le bouffon qui fait rire tout le monde, et Kate Winslet, c'est la fille un peu en mal d'amour, qui se sent enfermée dans sa famille, qui n'a pas le droit de faire tout ce qu'elle veut, qui est un peu dépressive aussi. Et en fait... ils arrivent sur le tournage d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind et on leur dit en fait tout ce que tu as connu avant, tu vas le mettre de côté, pas forcément l'oublier totalement, pas sur le long terme, mais pendant un instant, pendant le temps du tournage, tu vas oublier que tu as été tous ces rôles-là et tu vas être un rôle totalement différent. Tu vois. Mais en fait, pour l'anecdote, pardon, j'ai plein d'anecdotes, en fait, c'est ma vie les anecdotes. Pour l'anecdote, Michel Gondry, il a demandé à Jim Carrey de jouer comme Kate Winslet, donc un jeu très intériorisé, où tu exprimes beaucoup d'émotions par le regard, par les gestes, sans vraiment beaucoup parler, un jeu très intérieur. Et Kate Winslet, elle a lu le scénario et s'est dit moi je suis Clémentine, je veux être Clémentine, je veux être cette folasse qui a des couleurs de cheveux complètement folles. Et pour pouvoir avoir le rôle, elle est allée voir Michel Gondry et lui a fait mais si Jim Carrey n'est pas Jim Carrey, et ben je serai Jim Carrey à la place de Jim Carrey. Je vais jouer comme Jim Carrey. Et comme ça, j'assurerai le côté comique du film. Et en gros, Michel Gondry l'a mis au défi de s'oublier, d'oublier sa persona, pour pouvoir être Jim Carrey à la place de Jim Carrey. The quote goes, "How happy is the blameless vessel's lot, the world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of a spotless mind." Et du coup, vous, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux tirer un trait sur le passé pour éviter de souffrir, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux l'accepter, s'en nourrir pour pouvoir le dépasser ? Moi, c'est une question en tout cas que je trouve vraiment passionnante, et j'espère que j'ai réussi à vous intéresser. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci Lucie, c'était super intéressant. Et j'ai hâte que tu nous proposes d'autres sujets comme ça pour j'ai qu'on plein puisse d'idées. en discuter. Allez, c'est l'heure du Kevin Netflix. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série Netflix que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais qui, à mon sens, n'est pas assez connue. C'est Bounding. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà regardé ? Oui, moi oui. T'as regardé la première saison ? Ouais. D'accord. J'en ai Tu vois un petit peu. presque aucun souvenir. Ah ouais ? En vrai, si, je me Bah, souviens. tu vas redécouvrir, alors. Ouais, découvrir. Ok. Mais j'avais bien aimé, c'est ça mon seul souvenir. C'était cool. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, la série créée par Writer Doyle, c'est deux personnages, Pete et Tiff. Pete est un jeune homosexuel qui veut devenir stand-upper, mais qui a un peu peur de se lancer. Et il a besoin aussi de financer sa vie, on va dire son loyer. Donc il va devenir assistant d'une dominatrice qui est sa meilleure amie d'époque, Tiff. Alors Tiff c'est qui ? C'est une étudiante en psychologie, mais qui la nuit devient Mistress May, une dominatrice, du coup. Et on va suivre leurs aventures, leur évolution. Du coup, qu'est-ce que c'est Bounding ? On parle de BDSM, d'accord ? Ça peut faire peur à certains, ça peut avoir des petites appréhensions.
Donc le BDSM déjà c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est une pratique où une femme donc, va être dominatrice, d'accord? Oh, pas qu'une femme, non? Principalement une dominatrice, principalement. Après moi je suis pas, d'accord? Mais pas dans le truc, quoi. Je suis pas dans le truc, principalement hein, une femme. Et en fait du coup elles vont utiliser la douleur, la contrainte, l'humiliation aussi parfois, ou même plein d'autres fantasmes. Dans la série par exemple il y a quelqu'un qui aime bien être déguisé en pingouin et faire d'autres choses avec un pingouin, voilà. L'humiliation. Des ça fantasmes, peut être, ouais. Un fantasme. Ok, d'accord. Ça peut être un fantasme, ouais. Ok. Donc tout ça évidemment dans un but érogène. Bonding, qu'est-ce que ça veut dire Bah, c'est. en anglais? C'est créer des liens. Très bien. Ça, D'accord, ouais, Non mais attaché. Ouais, bound, C'est c'est ça, c'est le, créer c'est des liens. le lien entre les humains souvent. C'est ça. Parce qu'en fait, on a l'habitude de penser voilà, que c'est quelque chose d'assez honteux, tout ça, que c'est vraiment quelqu'un qui se fait soumettre sans... Enfin, c'est très détaché et tout entre le client et la dominatrice. En fait, c'est quelque chose où les deux ont besoin d'avoir énormément de liens et il y a beaucoup de respect dans ce domaine-là, tu vois. Et ça, la série le montre quand même pas mal. Les pratiques BDSM, c'est souvent associé à quelque chose de honteux, quelque chose de très bizarre, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de respect. Il y a énormément de respect entre le client et la dominatrice. Et ça peut même avoir un effet thérapeutique et libératoire. Parce que la plupart des clients qui viennent aussi sont des gens qui ont parfois des blocages émotionnels ou des problèmes dans leur vie de tous les jours, ou qui ont juste parfois des fantasmes inassouvis dans leur quotidien. Et du coup, ils viennent là pour s'en libérer, pour pouvoir faire tout ça. Et c'est aussi pour ça que le BDSM peut être associé aussi un petit peu à la psychologie. Parce que la dominatrice va pouvoir souvent, comment dire, elle va devoir parfois prévoir ce dont a besoin son client, sans jamais lui dire, pour qu'il soit toujours dans ce côté un peu excité. Et Tiff est d'ailleurs étudiante en psychologie. Donc ça fait quand même pas mal le lien entre les deux. Avec l'avantage, quoi. Voilà. Disons qu'elle est à Et on a l'aise, beaucoup le lien, elle est à ouais. l'aise dans les rapports humains quoi, avec les Ouais. autres et tout. Enfin. Mais voilà, donc Bonding c'est vraiment une série comique qui arrive à nous faire rire du BDSM, mais sans jamais se moquer et sans émettre aucun jugement. Il y a beaucoup, on découvre beaucoup de choses dans BDSM, mais il n'y a jamais de jugement et c'est ça qui est vraiment bien dans cette série. Et d'ailleurs la saison 2, du coup que tu n'as pas vu, Non. on Pas est vu. beaucoup plus, on va beaucoup plus montrer le côté sérieux du BDSM, le côté professionnel, on va montrer que c'est quand même un métier pas facile, qu'il y a des règles à respecter, qu'il y a beaucoup de respect en fait dans ce milieu-là. Donc c'est vachement bien montré dans la saison 2, moins dans la saison 1 qui est plus autour de la... Et finalement, qu'est-ce que c'est la série? Parce que c'est autour du BDSM, d'accord, mais pas seulement. En fait, le BDSM c'est surtout un contexte et un prétexte pour tout ce qu'il y a autour. En fait, le BDSM, ça va être comme un instrument en fait, pour évoquer les relations sentimentales, amicales, amoureuses, les relations qu'ont Tiff et Pete entre eux, parce qu'ils vont évoluer par aussi ce qui se passe dans le métier de BDSM. Donc c'est avant tout une histoire d'amitié entre ces deux personnages-là. Une amitié quand même très particulière, qui m'a beaucoup touché personnellement, en tout cas, parce que ce que la série aussi réussit à faire, c'est de nous mettre quand même en relation avec eux, on s'identifie assez pas mal à certains problèmes. Et donc je vais vous présenter la relation entre Tiff et Pete et ces personnages-là. Tiff, c'est un personnage très cynique. Au premier abord, on ne s'identifie pas trop à elle, on est un petit peu loin d'elle, tu vois. Mais au fur et à mesure, on va apprendre à la connaître et on va apprendre vraiment ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur aussi. Donc c'est quelqu'un de cynique qui apporte peu sa confiance, elle se livre pas beaucoup. Mais en fait tout ça c'est parce qu'elle manque de confiance aussi en elle en fait. Donc elle se crée une sorte de carapace et elle s'enferme. Voilà, donc elle a beaucoup de difficultés dans les relations tant amoureuses qu'amicales, même avec son meilleur ami Pete, elle va avoir énormément de problèmes. Pete de son côté c'est donc un jeune homosexuel qui a un petit peu de mal quand même à s'assumer ou à s'assumer qui il est. Il y a d'autres choses que je ne vais pas révéler ici, vous le verrez en regardant la série. Mais il y a des petites parties de lui qu'il n'a pas forcément réussi à accepter et il est très effrayé par plein de choses, notamment par le stand-up. En fait, il veut devenir stand-upper, mais il a peur en fait, de monter sur scène. Il a peur du regard des autres, du jugement, etc. Donc la série va vraiment mettre ces deux personnages en confrontation et ces deux personnages vont évoluer ensemble par cette relation assez complexe quand même entre ces deux-là.
Donc voilà, Bounding c'est aussi en fait des quêtes identitaires. On a la quête identitaire de Tiff, celle de Pete, et leurs quêtes respectives vont interagir et ils vont du coup évoluer dans le bon sens tous les deux par ça. Donc en fait c'est leur relation qui va les faire évoluer, évidemment comme pas mal de films et séries, parce qu'ils vont beaucoup se confronter. Ils ont des caractères chacun quand même assez forts, notamment Tiff qui, comme j'ai dit, elle a une sorte de carapace, donc elle, comment on dit, quand on se braque, on se braque assez souvent, donc ils vont avoir des petites péripéties dans la vie du quotidien même, pas seulement dans leur travail de BDSM, dans la vie de tous les jours, qui va amener à beaucoup de confrontations, et c'est ces confrontations-là qui vont les amener à faire une introspection, à s'analyser, et à faire face à leur propre réalité en fait. Petit à petit, essayer de franchir leurs barrières, leurs carapaces, etc. Voilà, c'est une série qui met pas mal en scène le rapport à la honte aussi, et la lutte dans laquelle on s'engage contre sa propre honte. Tiff et Pete, eux, tentent de ne pas se laisser contrôler par cette honte, mais plutôt de la dominer. Tu vois le lien dominatrice, ça veut dire. Excellent. Mais c'est ça aussi le BDSM, c'est qu'on a honte de certaines pratiques et du coup on va avoir un petit peu en secret une dominatrice pour assouvir ça, tu vois. Moi, donc c'est une métaphore filée tout le long. J'ai une question par rapport à Tiff. Ouais. Tu dis qu'elle a pas confiance en elle et tout ça. Est-ce que elle a... Tu parles de honte. Est-ce qu'elle a honte de dominer dans son travail, ou est-ce qu'au contraire ça l'aide à sortir un peu de sa carapace? C'est une question un peu complexe. En fait, elle n'a pas honte de son métier, même si évidemment elle n'en parle pas aux gens par peur du jugement. En fait, elle, c'est plutôt dans la relation. En fait, elle a honte d'elle-même, en fait, j'ai l'impression. En ayant vu la série, je l'ai compris comme ça en tout cas, parce qu'elle a eu un passé assez difficile avec les hommes. Donc elle a été traitée d'une certaine façon avec eux, et son passé il est très peu expliqué dans la série. Et donc elle a beaucoup de mal à se livrer justement aux hommes. Il y a ses amis, elle a du mal à livrer ses sentiments, tout ça. Un peu comme si elle avait honte de ressentir ça. En fait, elle a tout le temps peur du jugement. Et je pense qu'elle a peur de ses propres sentiments aussi, tu vois. Elle a peur peut-être de perdre des gens, enfin c'est tout ça en fait. Ok. J'en dis pas plus sur la série parce que sinon je spoilerai tout, donc j'en dis pas plus. Voilà, mais la série aborde plein d'autres sujets, elle aborde aussi le féminisme, elle aborde le consentement, le harcèlement sexuel, etc. Donc comme je t'ai dit justement, ça aborde peu le passé de Tiff, mais ça nous laisse entendre justement qu'elle a vécu des choses dans son passé avec les hommes qui l'ont fait s'ouvrir. Et c'est ça qui lui a fait construire une carapace, tu vois. Donc c'est ça qui est à l'origine de son mal-être actuel, d'où l'importance de sa vocation à la fois en psychologie et aussi dans son métier de dominatrice, tu vois. Parce qu'au final, je pense qu'inconsciemment, ça l'aide d'avoir un contrôle en fait sur les hommes, mais c'est toujours dans la bienveillance, dans le respect qu'elle le fait. Mais je pense que c'est comme ça qu'elle est arrivée à là, tu vois. Mais elle se soigne en fait, quelque part. C'est un peu une sorte de thérapie aussi pour elle, pas seulement pour le client, mais aussi pour elle. Par les extrêmes, quoi. C'est ça. Ça lui donne d'un un certain- extrême à l'autre. Parce qu'au final, c'est quand elle est dominatrice, elle a une confiance, elle est Elle forte, retrouve le contrôle, elle a le contrôle d'elle-même. du corps de l'autre, mais aussi de son Voilà, corps. alors que dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout ça. C'est totalement l'inverse. Elle contrôle rien. En fait, elle a l'impression de contrôler justement en se mettant des barrières. En fait, elle contrôle rien du tout et ça l'empêche de vivre. Donc, par la parole de Tiff, avec ce qui lui passait dans son passé, et avec ses études de psychologie, on va aborder un peu le féminisme et le consentement sexuel, avec le prof de psychologie, qui évidemment laisse bien entendre que pour avoir une bonne note, il faut plus que travailler. En tout cas, il faut plus que travailler ses cours, il faut travailler ailleurs. Et donc voilà, on a cette objectification de la femme et la sexualisation de la femme non désirée, évidemment, qui est très intéressante. Donc là, je parle du professeur de psychologie parce que c'est vraiment très explicite, hein. C'est vraiment le sujet même d'un épisode entier. Mais en fait, tout au long de la série, on va avoir ça subtilement, par des petites phrases, par des petites actions. On va avoir des petits messages féministes ou voilà, sur le rapport homme-femme. Donc c'est très intéressant. Il faut le regarder quand même avec ce petit œil-là pour bien tout voir. De toute façon, sur Netflix, c'est aussi les questions de genre
qui sont assez présentes dans de nombreuses choses. Oui, Ah c'est ouais, vrai que c'est Netflix plus un peu, essaie de plus en plus de proposer effectivement Ouais, des programmes vrai qu'en mettant ce en scène ça. moment, c'est un thème assez... mais c'est important d'ailleurs, Mm. qu'on puisse avoir du contenu là-dessus et du contenu diversifié. Bah, Donc voilà, la série parle avant tout d'amour, de consentement, de confiance en soi, de body positivisme également, de respect et de sororité. Alors du coup, pour conclure sur cette série Banding, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une série qui va nous mener dans l'exploration des blocages et des troubles tant émotionnels et psychologiques qu'on peut avoir, qu'on peut se créer. Et on va suivre en fait l'évolution des personnages qui mènent à la compréhension de soi, à la brisure de nos carapaces et à la libération de chaînes psychologiques qu'on peut nous-mêmes se créer, qu'on peut se créer suite à des événements qui nous sont arrivés dans notre vie, dans certains domaines évidemment relationnels, mais aussi professionnels. C'est une série assez originale pour moi parce qu'on parle très peu de BDSM dans les séries, de manière générale. Je crois que c'est la seule série que je connais d'ailleurs. Pour la première saison, on n'a que 7 épisodes d'une quinzaine de minutes, et pour la saison 2, 8 épisodes d'une vingtaine de minutes aussi, donc ça se regarde assez vite. Et je trouve que c'est assez complet, en si peu d'épisodes, en si peu de temps. Ça parle de beaucoup de choses, ça met beaucoup de choses en scène, c'est assez profond, assez drôle en même temps. Donc franchement, je la conseille. Ça se regarde vite, c'est léger, et ça vous fait réfléchir à plein de choses. Welcome to my office. You told me you were a 911 operator. Yeah, I lied. I'm a full-service fantasy provider. All I need is someone to help me clean up, be my bodyguard, you know, like the Kevin Costner to my Whitney Houston. Kevin Costner gets shot at the end. Do you trust me? How much? Okay. So tell me about your friend, the Dominatrix. We were like in love once. Like a friend, sort of weird, codependent love. It's complicated. Toodles. Tiff! Everyone thinks dom work is just about sex work. Grad school waits for no dominatrix. It's really just liberation from shame. What brings you in today? Oh, you know, it's not for me. It's for my husband. I'm sorry, I didn't. It's for my husband. It's for my husband! I'm not cut out for what just happened in there. You're braver than you think. Yep. What you do with me, that is brave. How come you never tell me anything? Because if I told you what we were gonna do before we did it, then you wouldn't do it. Hey. Donc Banding est une série qui traite ces sujets avec tact mais efficacité, sur un ton léger mais profond, qui se mêle rire et émotion. Bon, en tout cas, c'était très intéressant et pas commun comme sujet. Mais j'ai hâte que tu nous fasses découvrir d'autres séries, d'autres films sur cette plateforme. Donc merci à toi. Avec plaisir. Donc Izzy, tu nous fais pas mal, hein, mais tu nous mets un bon uppercut. Voilà, hypercut. En fait, pourquoi j'ai appelé ça hypercut? Pour faire une petite chronique coup de poing, voilà, ça c'est fait pour le jeu de mots. Pourquoi, à quoi ça va servir? C'est pour donner son avis gratuitement en fait, enfin, donner son avis, commérer, et voilà quoi, tout gentiment. Voilà, et du coup le sujet du jour, le sujet que j'ai pris. Non, en vrai, le premier sujet que j'ai choisi d'aborder, c'est le comeback de Billie Eilish, qui vient de là ressortir... Très polémique, oui, enfin pas les musiques qu'elle vient de sortir, enfin elle a sorti une musique qui s'appelle Yo Power, mais c'est pas cette musique-là entre guillemets, c'est plutôt les posts qu'elle a mis sur Instagram, où on la voit d'un coup un peu vêtue, enfin plutôt dévêtue, en corset, etc. Le problème, c'est que c'est pas sa musique qui fait polémique, c'est son image. Mais dans la pop culture, et surtout la pop culture américaine, les deux vont tout le temps de pair en fait. Si t'es une chanteuse, même si on est là pour... Enfin, on est censé juste écouter ta voix, on sait très bien qu'il y a toute une esthétique qui accompagne le chanteur. Enfin, normalement t'es apprécié pour ta musique, mais pour ton univers, ton style, enfin pour avoir un truc... voilà. Du coup, j'ai choisi donc le cas de Billie Eilish. Donc en effet, c'est de la musique, mais je trouve que ça rejoint vachement le côté cinéma. Enfin, c'est...
Bon, je vais évoquer les raisons, mais c'est pas si surprenant que ça parce que, comme j'ai dit, dans la pop culture et surtout aux États-Unis, il y a tout un délire autour de l'image, de la persona des stars. Et en fait, quand t'es chanteur, t'as autant d'influence et d'univers esthétique qu'une star hollywoodienne, enfin n'importe laquelle. Et d'ailleurs, je trouve que c'est même peut-être plus important au niveau de l'esthétique parce que par exemple, on ne demande pas à un Brad Pitt d'avoir une grosse esthétique en fait, puisque c'est plutôt lié au film qu'il va faire et selon les films, il va changer un peu d'aura. Alors qu'un chanteur, vraiment, il doit en imposer par son style. Mais de manière générale, on en demande souvent moins à un homme au niveau de son image. Oui, c'est clair. Ça, c'est vrai. Mais alors, peut-être mon exemple, je les ai mal choisis, mais si on prend par exemple une Kate Winslet, donc tu le disais tout à l'heure, elle avait ça collait vachement à un style de fille très sage, en corset, film d'époque, etc. Et quand on la voit dans le film Eternal Sunshine, voilà, ça coupe complètement avec son style d'avant, mais ça correspond à un film, ça correspond pas à sa personne, je trouve. Enfin, oui, pardon, oui. un peu moins que les chanteurs. Donc pour moi, Billie Eilish, elle est jamais très loin du cinéma, de la mise en scène, etc. Parce que je trouve que tout ce qu'elle fait est mis en scène, est hyper millimétré, hyper réfléchi tout le temps, dans ses designs, dans ce qu'elle porte, même si c'est oversize, etc. Il y a toujours quelque chose de mise en scène. Du coup, d'abord je vais évoquer ce comeback un peu fracassant sur les réseaux, c'est arrivé sur Instagram en fait. Le 17 mars dernier, en fait, elle a sorti une vidéo sur Instagram où elle révèle sa nouvelle couleur de cheveux. Donc la vidéo, elle a quand même fait 50 millions de vues. D'accord, et en pas très longtemps, donc c'est quand même pas mal. Et en gros, ce qu'on voit au début, c'est un studio vide, c'est un studio un peu cinéma, justement, cinéma, des films faits en studio, etc. Vide avec quelques objets techniques. Et en fait, on la voit arriver, elle nous fait un petit lâcher de cheveux, lever de tête et tout, donc entrée de chant, etc. Où on aperçoit en premier sa petite chevelure blonde, voilà. Elle est habillée toute mignonne avec un petit chandail, je crois, un peu avec une petite broderie et tout, donc ça fait vraiment d'un coup petite fille sage, bon, avec toujours la malice dans le regard, mais voilà, petite fille sage, quoi. Et déjà là, c'est pas anodin qu'elle choisisse un décor qu'elle choisisse comme décor un lieu de tournage un peu vide, enfin, il y a quand même un truc hyper mis en scène. Et le tout, et ça j'ai trouvé ça super intéressant, c'est que c'est accompagné d'une musique jazz, donc instrumentale, de Buddy Rich qui s'appelle Deathless Brown, donc littéralement marron sans date, enfin un truc comme ça, voilà. Intemporel. Voilà, marron intemporel. Donc marron intemporel. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce choix de musique et donc de titre, donc dans un premier temps, le choix d'instrumental jazz, etc., ça colle vachement avec sa nouvelle era, donc son nouvel album, enfin l'esthétique de son nouvel album. Et deuxièmement, c'est un clin d'œil au fait qu'elle est passée donc du brun avec ses racines vertes à son blond. Enfin, je trouve ça marrant parce que l'anecdote, c'est que alors même qu'elle avait déjà changé de couleur de cheveux, pour bien clôturer l'era de son album là, où c'est qu'on va quand on dort là, en québécois, voilà. Pour bien clôturer ça et pour pouvoir faire toutes les cérémonies de récompense, je sais plus ce que c'était les derniers, mais en tout cas pour bien clôturer, elle avait mis une perruque en fait de sa coiffure châtain, oui voilà, brun et donc vert. Et donc c'était une perruque, c'est pour ça qu'elle avait grave de couvre-chef, etc. en plus de la perruque, pour pas qu'on le remarque. C'est un clin d'œil quoi, elle nous fait une sorte de private joke sur ce nom là, Deathless Brown, pour dire vous voyez j'étais brune mais en fait c'était pas vraiment ce que vous pensiez, etc. Donc je trouve ça super intelligent, t'as le clin d'œil et t'as la référence un peu cinématographique des films des années 40 et 50. Avec le jazz. En fait, c'est pour comprendre l'image publique de Billie Eilish. Donc, bien sûr, elle est suivie par toute son équipe, il y a des designers et tout qui travaillent avec elle. Mais on sent, ça se voit qu'elle contrôle quand même vachement bien son image et que c'est sa patte, c'est elle. Je pense que c'est pas vraiment fake et que c'est quand même sa personnalité qui ressort le plus et qu'elle peut contrôler son image, quoi. C'est pour ça que je pense que c'est une pro de la mise en scène
et que à mon avis elle flirte comme ça avec le cinéma, mais que ça m'étonnerait pas que ça aille beaucoup plus loin avec le cinéma. Du coup, pourquoi c'est important pour moi d'en parler, c'est parce qu'il y a eu une grosse polémique quand même que je trouve un peu ridicule. Parce que en fait c'était là assez récemment, Billie Eilish, donc elle a fait un shooting photo avec Vogue Magazine et elle a publié quelques photos de ce shooting sur son compte Instagram. Et il y a une des photos qui a eu 21 millions de likes, je crois que c'est la photo la plus likée d'Instagram, qui a tout fait bugger d'ailleurs. Et en fait sur cette pourquoi ça fait polémique, c'est parce qu'elle apparaît dans une tenue dont on n'a pas du tout l'habitude de la voir, qu'on n'a pas du tout l'habitude de la voir porter. C'est-à-dire, donc elle, son style c'est plutôt des baggy, elle s'habille oversize, elle cache pas mal ses formes. Elle a déjà expliqué que c'est parce qu'elle aimait pas trop son ventre, etc. Et qu'en plus de ça, elle avait pas envie qu'on la définisse avec les vêtements qu'elle porte. Et là, on la voit un peu apparaître, on la voit bien apparaître avec des corsets, donc des vêtements très moulants, avec, je crois qu'elle a pas de, elle a juste des corsets avec un bas, on mettra des images, mais c'est des textiles latex, des trucs très moulants, voilà, très sexy, bon, on va pas se mentir, hein, c'est plutôt voilà, osé. Mais ça va quand même avec ce nouveau style, tu vois, qu'elle a laissé apparaître en petit chandail couleur blonde un peu pin-up. En fait, c'est pas trop un style des années 30-40 comme je disais, parce que ça reste quand même futuriste. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'on lui a reproché limite de trahir son image, comme si elle s'était trahie elle-même parce que Billie Eilish c'est baggy, c'est oversize, etc. Et les gens se sont plus attachés à ce look qu'elle-même, alors qu'on peut changer de look, on fait ce qu'on veut, voilà. Et surtout, c'est quelque chose qu'elle avait annoncé déjà dans un court-métrage qu'elle avait écrit et réalisé, et qu'elle a projeté lors d'un concert, où elle se filme sur un fond noir, et elle enlève ses vêtements au fur et à mesure. C'est un court-métrage qu'elle a appelé Not My Responsibility, où elle explique que c'est pas de sa responsabilité si les gens collent des stéréotypes, enfin collent des opinions en fait sur sa personne. En gros, elle dit que c'est pas de sa responsabilité l'image que les gens se font d'elle, en gros. Parce que elle est juste là et oui certes elle est très stylisée, etc., mais en fait elle fait juste sa vie. Et d'ailleurs elle dit des phrases du genre est-ce que vous me connaissez vraiment, si je porte quelque chose de confortable, on va dire que je suis pas une femme. Si je porte quelque chose un peu plus sexy, en gros, on va dire, enfin un peu plus serré, on va dire que je suis une... Enfin, vous avez compris. Elle dit que si elle ne fait que vivre en pensant au regard des autres, en fait, elle va vivre qu'à travers eux et elle pourra rien faire, enfin, elle fera que en fonction des autres. Et en fait, ça l'intéresse pas. Ça, c'est ce qu'elle dit dans le court-métrage, le très court-métrage qu'elle balance lors d'un concert. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a fait ça, je crois, le 20 mai 2020, enfin en mai 2020 en tout cas. Et en avril 2021, on arrive encore à dire qu'elle s'est trahie parce qu'elle a changé de look, alors que la meuf dit « Je n'ai pas un look défini, je fais ce que je veux, et que je sois en baggy ou en sexy, ça reste moi, en fait je m'en fiche. C'est vous qui vous attachez à ça, moi je m'en fiche. » Donc je trouve ça fou que les gens, enfin ils ont un peu la mémoire courte, tu vois. Dans ce shooting, elle assume, enfin j'aime pas dire assumer parce que en fait elle fait ce qu'elle veut, elle peut ne pas assumer ou assumer. Elle assume pas, juste elle déboule comme ça. En fait elle déboule, elle fait voilà je suis en corset, y a quoi. Et je trouve pas justement qu'elle dénote avec, enfin qu'elle rompt avec ce qu'elle disait avant, d'abord pour ce court-métrage, et ensuite parce que les tenues qu'elle porte, je trouve que ça reste quand même grave décalé. Enfin, on a un look pin-up, mais elle met, elle est habillée en Thierry Mugler et en Alexander McQueen, qui sont reconnus dans le métier de la haute couture, mais qui font quand même des choses très aliénées. Enfin, c'est des formes un peu géométriques bizarres, ça sort de l'ordinaire. Il y a toujours ce style décalé, même dans un style un peu plus classique, pin-up, etc. On retrouve ce truc décalé, donc elle est toujours hors des cadres pour moi. Et c'est pas du tout étonnant, enfin moi ça m'a pas étonné de voir ces photos là, je me suis pas dit oh mon dieu mais c'est qui, elle fait quoi. Je me suis dit ah bah elle en jette, j'ai trouvé ça un peu, ça faisait un peu ovni en fait, et c'est toujours elle, c'est de l'ovni mais juste plus classe. Et faut pas oublier que la meuf elle grandit en fait, elle a commencé à 14 ans, là elle en a 19 du coup, oui, enfin elle grandit, elle a des formes, nous en fait on a fait pareil, nous
À son âge, on est passé de nos trucs, enfin moi j'ai un peu toujours, mais on est passé de nos trucs baggy à d'un coup, je sais pas, on s'est mis avec des sous-vêtements un peu plus dentelles, enfin j'en sais rien, on a fait notre vie quoi, on a commencé à porter, je sais pas, du cuir, et personne s'est dit ah t'es bizarre, genre tu grandis et t'évolues, enfin... Je trouve ça incroyable que les gens puissent émettre juste leur avis sur ce qu'elles portent, enfin je veux dire on s'en fiche. Non après, c'est normal qu'ils émettent leur avis dans le sens où, on va pas se mentir non plus, elle en joue grave de son image, c'est ça qui fait vendre. Oui, mais il y a le commentaire en mode de surprise et la polémique, tu vois. Oui, moi, oui, c'est ça que moi aussi j'ai vu et j'ai été un peu surpris, mais je m'en fichais qu'elle change. Si on évolue, tu t'es pas dit qu'elle s'était trahie quoi. Mais de là à faire polémique, ah elle se trahit, elle nous trahit, en fait vous faites vos vies, elle fait sa vie. Enfin... Après même ça c'est pas un souci, mais je pense que le problème il est aussi le fait d'être hors du cas, d'être marginal, c'est forcément, enfin aujourd'hui, c'est absolument être décontracté parce que on a vu des femmes avoir un certain type, donc là on commence à sortir des cadres, donc sortir des cadres ça veut dire être en jogging, être je sais pas en claquettes chaussettes, alors que être hors des cadres c'est pas juste Netflix and chill en mode je me montre au naturel, ça peut être aussi autre chose dans le moulant ou quoi que ce soit, dans le plus travaillé, je joue avec les codes, genre j'ai conscience que c'est la mode et j'en joue. Voilà c'est ça, c'est exactement ça, je joue avec les codes et je ne suis pas forcément dedans. En fait, c'est pas que t'es sexy que tu vas être dans... Enfin, sexy. Ouais, c'est pas que tu vas porter des vêtements plus moulants que tu vas être forcément dans les codes. Enfin, je pense qu'il est là aussi le problème, c'est qu'on met la marginalité pas au bon endroit. Enfin, ouais, c'est clair. Mais en fait, pour moi, c'est pour ça que... En fait, ça m'a fait penser à, vous savez, quand Adèle, la chanteuse, elle a perdu du poids. Ouais. Et il y a des gens qui ont quand même réussi à dire, la meuf, elle s'est trahie, genre, en fait, c'est plus elle. On a eu des salut, elle est trop bien d'être grosse. Ok, d'accord. Non, mais ça revient au même que le fat shaming au final. En fait, ça fait du body shaming aussi, en fait, dans les deux cas. Et j'ai trouvé ça fou de dire la meuf, elle s'est trahie parce qu'elle a perdu du poids. En fait, ça reste toujours elle. Et les gens, ils ont le droit de changer. Et on n'a pas une image fixe dans le temps pour faire plaisir aux gens, quoi. Mais c'était un peu pareil. Oui, en fait, pour moi, les gens, ils veulent... ils s'attachent à l'apparence. Mais en même temps, c'est normal, vu que, comme je disais, Billie Eilish, elle en joue et toutes les chanteuses en jouent. Et même toutes les stars, entre guillemets, jouent de leur apparence. Mais là, les gens, je trouve que, en plus de s'attacher à l'apparence, ils veulent à tout prix que l'apparence ait un sens, que ça veuille dire quelque chose. C'est-à-dire que si Billie Eilish, elle se met en baggy, ça doit vouloir dire à tout prix qu'elle défend une cause du genre féminisme, je me montre pas mes formes. Et donc, ça donne l'impression que si un jour elle monte ses formes, elle trahit ses propres idéaux, alors qu'elle a jamais dit qu'elle mettait des baggy pour une idéologie, quoi. Elle le faisait parce que c'est agréable à porter, je sais pas quoi dire d'autre. Non, elle se trahit carrément pas, elle est toujours sur la même ligne de conduite et elle fait que répéter ce qu'elle disait déjà il y a un an. Donc au final, non, elle rompt pas du tout avec son style et c'est juste que voilà, elle grandit et qu'elle le fait évoluer et justement c'est ultra intelligent parce que on l'accompagne comme ça dans son évolution et hyper intelligemment elle utilise son style pour dire ah bah là je vais changer d'era. Enfin je sais pas si les gens savent ce que c'est era, mais c'est tout ce qui accompagne esthétiquement la promo d'un album en fait. C'est à chaque nouvel album on a un nouveau univers esthétique, sonore, etc. Ouais, comme chez Bowie en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, après, c'est moins marqué chez d'autres chanteurs. Par exemple, en France, je pense qu'on a moins ça. Mais en tout cas, dans la pop, surtout la pop américaine, il y a beaucoup ça. On change de style en fonction d'un nouvel album qui sort. Et là, du coup, c'est hyper intelligent parce que, en fait, c'est un coup de pub. Hein. Elle sait très bien qu'elle se montre en corset, ça va faire parler d'elle. Elle le sait. Donc, c'est un peu une polémique qui lui rend service, entre guillemets. Il y a quelque chose d'hyper cinématographique, déjà parce qu'elle fait plein de références cinématographiques, et ensuite parce qu'elle réalise pas mal de ses clips. Donc il y a chez elle un truc très artistique, donc elle fait de la danse, en fait elle fait tout, elle fait de la danse, elle écrit, elle chante, elle réalise, elle fait un peu tout ce qu'elle veut, quoi. Elle a même, je sais pas si elle a sorti un livre, mais je suis pas sûre qu'elle l'ait écrit parce que c'est un livre de photos.
Mais bon, vous voyez, elle est multitâche. Pour moi, Billie Eilish, c'est une metteuse en scène. Enfin, je sais pas si c'est un peu prétentieux de dire ça. Mais elle met en scène son propre univers en fait. Elle maîtrise totalement son propre Voilà. univers et du coup, comme je disais, ça m'étonnerait pas qu'il se passe des trucs au niveau cinéma parce que de toute façon, elle flirte déjà vachement avec l'univers cinématographique. Elle fait des BO de films, là, elle fait la BO pour le prochain James Bond qui va sortir. Elle réalise pas mal de ses clips et elle écrit des chansons sur des films qui l'ont marqué, du genre Roma de Alfonso Cuarón, tu vois. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais elle a écrit 1 ou 2 chansons que le film, enfin juste après avoir vu le film avec son frère. Donc elle est hyper cinéphile, un de ses films préférés c'est We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsey. Enfin voilà, c'est des trucs, c'est quand même de l'art et essai, on n'est pas sur... Oui, c'est des références quand même. Voilà, qu'on est... Enfin, Disney c'est cool, mais on n'est pas sur du Disney, vous voyez. Et du coup, dans ses derniers posts, on voit que elle se... Enfin, l'argument de... elle va vers le cinéma, c'est que là, sa nouvelle era, c'est complètement emprunté... Enfin, toute l'esthétique est empruntée aux films des années 40 et 50, avec l'image de la femme fatale, même si je pense pas que c'est ce qu'elle veut. Je pense pas qu'elle veut être affiliée à la femme fatale pour plein de raisons. Mais voilà, il y a une esthétique. Là, elle a lancé un spot publicitaire pour lancer son nouvel album qui s'appelle Happier Than Ever. Et dans ce spot, elle est de dos, en fait, filmée de 3/4, elle retourne un peu la tête, donc avec son blond et habillée en blanc. Et tout est en couleur pastel rose, et elle est sur une chaise avec un dos en forme de coquillage. Et ça, c'est des chaises qui sont des années 30-40 et qu'on voit beaucoup dans les shootings photos de cette époque-là et dans les films de cette époque-là. Donc on voit clairement qu'il y a un gros délire sur l'âge d'or des films hollywoodiens, donc années 30, 40, 50. Et dans la photographie en général, il y a ce truc de backlight avec des lumières aux couleurs très chaudes. Et on voit qu'il y a les fameuses lumières 3 points avec une face un peu glowy, et puis ce truc de la femme fatale, entre guillemets, qui a un regard, qui a une face hyper froide, genre beauté froide, regard hyper puissant, enfin limite perçant, mais avec une beauté angélique et froide, donc gros contraste. Et je trouve que ça va super bien à Billie Eilish. Et d'ailleurs le shooting photo qu'elle fait pour Vogue Magazine, ils se sont inspirés de la modèle Betty Bromsmer, j'arrive pas à prononcer. C'est une modèle des années 50. Et en fait, il y a une photo où elle est à genoux, Billie Eilish, avec une main comme ça, je crois. Et c'est exactement la même photo qu'on retrouve de cette modèle. Et pour les photos shooting, donc là, le spot, ça m'a fait vachement penser à Lorraine Bacall, qui... il y a carrément une photo où elle a un regard un peu, elle est de 3/4, avec très éclairé de la face en mode glowy, et le regard à la fois ennuyé et je vais tuer toute ta famille. Donc clairement, on est sur une inspiration ultra cinématographique. Ça me faisait aussi penser à Marilyn Monroe, qui du coup est dans ces années, je sais plus si c'est plutôt 40, plutôt 50, années 50. Et en fait, au final, c'est une chanteuse qui a fini par devenir actrice, etc. Donc, et qui était quand même une icône en termes de mode, qu'on a beaucoup aussi critiqué pour son physique, etc. Donc ça me faisait penser à ça. Billie Eilish, elle est pour moi carrément à sa place dans une chronique sur le cinéma. D'ailleurs là, elle a sorti un documentaire, sur sa vie, c'est pas elle qui l'a tourné, mais c'est sur sa vie. Donc il y a déjà Billie Eilish au cinéma. Et là récemment, le dernier post qu'elle a mis sur Instagram, c'est elle dans une sorte de théâtre qui fait un peu cinéma. On la voit seule, entourée de plein de sièges rouges. Et donc pour moi il y a clairement une image, elle nous envoie des vibes, vous inquiétez pas, il va se passer un truc. En gros pour moi, chaque apparition de Billie Eilish, chaque style, chaque vêtement qu'elle porte, c'est comme des rôles qu'elle joue. Voilà, il faut se dire ça, c'est des costumes qu'elle porte,
et ça veut rien dire sur elle qui soit définitif et fixe dans le temps. Faut pas s'attacher à ça. C'est comme n'importe quel acteur quoi, qui fait un nouveau film. Bon, je crois que tu nous as mis bien KO comme il faut là. Donc allez, c'est parti, maintenant je vous emmène en coulisses. Donc si je vous dis Képi, Mabiche et Saint-Tropez, vous me dites Le gendarme de Saint-Tropez. Ouais, voilà. Donc oui, aujourd'hui on va parler de comment le costume peut devenir emblématique et fait l'identité d'un personnage. Donc aujourd'hui on va parler non seulement du gendarme de Saint-Tropez, mais plus précisément sur ce qui fait qu'il est célèbre. Donc si ses mimiques et ses répliques sont devenues cultes, le costume en lui-même est devenu culte aussi. Et c'est ce qui nous permet aussi de l'identifier, de le reconnaître parmi d'autres films en costume. On a déjà vu ça par exemple avec Charlie Chaplin et son chapeau melon. Il y a plusieurs accessoires et plusieurs indices, détails dans le costume qui font qu'un personnage peut exister par lui-même. Donc le gendarme de Saint-Tropez, il est incarné bien évidemment par Louis de Funès. Et il se démarque et il s'identifie par des caractéristiques bien particulières. Donc le chef déco qui était Sidney Betex, donc qui est un chef décorateur britannique, il a réalisé les 6 décors des gendarmes, donc c'est-à-dire qu'il était sur toute la saga des gendarmes de Saint-Tropez, et il a aussi travaillé plus largement avec le réalisateur Jean Giraud. Donc il a travaillé sur plusieurs tournages avec le réalisateur. Donc c'est ce qui prouve aussi c'est ce qui permet aussi une continuité dans l'existence du personnage et en quoi il devient emblématique. C'est-à-dire que le fait que la même personne travaille sur différents films, même si plusieurs personnes peuvent apporter leur pierre à l'édifice sur un personnage, quand même, on a une certaine cohérence et un film conducteur, surtout dans la comédie en fait, et dans la façon de provoquer le comique. Même à travers les années, le costume, il ne lâche pas le personnage du gendarme de Saint-Tropez. Donc c'est-à-dire que même à New York, le maréchal des logis-chefs Ludovic Cruchot continue de représenter la gendarmerie nationale française. Alors on a bien changé de style quand même. Et surtout tropézienne, donc voilà, il y a aussi cette notion de Provence, province, qui crée forcément le comique. Fidèle reproduction de l'uniforme de l'époque, mais pas identique pour des questions évidentes de l'égalité, d'image de la police, voilà, c'est ça. De la gendarmerie. Le costume est tout aussi comique que le personnage, puisqu'en fait il permet quand même une aisance de mouvement pour l'acteur. C'est-à-dire que ça laisse cours à des cascades, à des mouvements, à des mimiques qui font que le personnage, et ça garantit en fait l'humour et le burlesque même de l'univers et de la saga. Et surtout, non seulement il le lâche pas, mais il s'adapte aussi en fonction de la situation. C'est-à-dire que l'uniforme marron qu'on connaît et qui fait l'image, il va laisser place à un uniforme noir officiel lorsque le gendarme va se marier en 1968. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi une question de crédibilité. Et le costume de tous les jours du gendarme ne sera pas le même quand il sera en cérémonie officielle. Et c'est l'uniforme qui évolue en fonction de la vie du personnage. Donc c'est ce qui permet encore de nourrir la vie du personnage. De la même manière, Louis de Funès lui-même n'est pas sans avoir eu d'intervention dans la mystification du gendarme et de la vie du gendarme, de la série de films en tout cas, puisque c'est lui qui a eu l'idée de rajouter le personnage de Sœur Clotilde. Et donc du coup, forcément ça crée encore un nouveau costume en plus qui dénote un peu avec l'univers et qui en rajoute encore et encore dans l'univers burlesque. Mais aussi d'un point de vue technique, plus les années passent, plus la saga prend de l'ampleur, plus les budgets sont importants, tant au niveau technique que artistique, dont les costumes. C'est-à-dire que d'un point de vue factuel, pour le premier volet, on avait un budget de 1 350 000 francs contre 1 milliard d'anciens francs
qui est versé directement à la société, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas regardé. Donc la société qui produit le film, donc c'est-à-dire la société Nouvelle Cinématographique pour le gendarme et les extraterrestres, qui était en 1970. Donc on n'est carrément pas sur le même budget. Donc si l'univers du célèbre gendarme Ludovic Cruchot vous intéresse, et je sais que c'est le cas pour pas mal de cinéphiles français, mais aussi international. Donc si vous vous intéressez davantage à l'univers de Louis de Funès et à sa filmographie, je vous conseille de vous rendre au musée Louis de Funès à Saint-Raphaël, qui est du coup maintenant le seul et l'unique musée en France qui lui est consacré. C'est tout pour ce premier épisode du Kinétoscope Show. J'espère qu'on vous a vraiment intéressé avec tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Donc merci à tous, bravo à tous quand même. Merci. Donc si vous avez aimé être parmi nous, likez, commentez, partagez et surtout pour nous suivre dans les prochains épisodes, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est une fin de tournage, donc bravo. Allez, bisous. On n'a même pas dit merci à Romain et Sissi. Bah ouais, franchement. Ah oui, bah oui, venez, mais bah, faut pas venir.